Bonjour, chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de mon entrevue avec David Saint-Onge qui porte sur l'hyperinflation. Si vous n'avez pas écouté la première partie qui portait sur l'inflation, je vous invite à aller l'écouter. Vous avez simplement cliqué sur le lien qui est dans la description. Bonne écoute. On a parlé d'inflation, donc l'inflation, c'est un mal qui nous tombe dessus puis on ne peut pas faire grand-chose. Heureusement, au Canada, on est parmi, je dirais, les plus chanceux si on se compare avec d'autres places à travers le monde. Eux, c'est pas de l'inflation qu'ils vivent, c'est de la haute inflation ou même de l'hyperinflation. Un des sujets qui est abordé dans les vidéos que tu as produites, c'est l'hyperinflation. Et là, j'aimerais que tu nous définisses c'est quoi l'hyperinflation. Je sais que la définition est plutôt arbitraire là, dans une certaine mesure. Oui, Puis aussi de nous parler d'exemples de pays qui présentement sont affectés par l'hyperinflation. tout à fait. Donc, en premier lieu, l'hyperinflation, la définition académique là, qui est utilisée, d'ailleurs, qui est utilisée pour produire le fameux tableau Hankey Cross. Ceux qui s'intéressent à l'hyperinflation, ils vont connaître ce tableau-là. Donc, c'est le tableau avec les 56 hyperinflation, maintenant 57 avec le Venezuela, qui a depuis la première, qui était 1700, c'est la France, mai 1795, dont les billets que je vous montrais tout à l'heure, ça date de cette époque-là. Donc, c'était la seule hyperinflation avant le 19e, avant le 20e siècle. Toutes les autres se sont passées au 20e siècle. La raison est simple, hein, c'est qu'avant le 20e siècle, on utilisait souvent des pièces de monnaie. Et je ne l'ai pas mentionné plutôt quand j'ai parlé des pièces, mais c'est peut-être un bon moment d'en parler. C'est juste de dire qu'on parlait il y a toutes sortes de façons d'avoir de l'inflation, mais pour se rendre à l'hyperinflation, c'est toujours par rapport à la monnaie papier. C'est toujours par rapport à de la monnaie fiat qu'on peut en imprimer à l'infini. Le meilleur exemple, c'est à Rome, à la chute de Rome, le plus haut taux d'inflation qu'on a eu annuel à la toute fin, quand il y avait 0% d'argent dans les pièces, dans les deniers, c'est 20% par année. Ça vous donne une idée. Donc, c'est un peu limité par le fait qu'il faut quand même produire physiquement des pièces. Peu importe si on fait semblant que c'est une pièce en argent puis il y a zéro argent dedans, il faut quand même produire la pièce. Fait qu'il y a une espèce de limite physique à la création monétaire, tandis qu'il y en a zéro en hyperinflation. Donc, je voulais juste mentionner que l'inflation est tout à fait possible avec des pièces de monnaie de différentes façons qu'on a déjà vues, mais on ne peut pas atteindre l'hyperinflation. Donc, c'est quoi l'hyperinflation? C'est 50 d'inflation par mois. OK? Là, ça dit, OK, ouais, 50 d'inflation par mois. Là, si vous faites un calcul vite dans votre tête, vous vous dites, fois 12, OK, ça fait à peu près 600. Non, il faut comprendre le concept des intérêts composés, hein, Gabriel. 50 par mois durant C'est 12 ça. mois, donc, compound, là, donc, composé, c'est près de 12 000 d'inflation par année. Donc, l'hyperinflation, c'est 50 par mois. Si on le ramène annuellement, c'est 12 000 d'inflation. C'est beaucoup trop haut. Dans Oui, toutes puis les juste pour recherches. que, Oui, excuse, vas-y. je Vas-y. t'interromps une minute, David, juste Oui, pour que les gens comprennent là, l'espèce d'intérêt composé puis l'effet que ça peut oui, avoir sur le niveau des prix. Si oui. vous achetez un sous-marin Subway en janvier, il coûte 10 à 50% d'inflation, en février, il va coûter 15, puis en mars, il va coûter 22. Donc, 22,50. Donc, c'est ça l'effet de l'hyperinflation. Exactement. C'est dévastateur. Donc, je te laisse. Là, t'as juste nommé 3 mois, mais c'est après, je pense que c'est à peu près la 6 ou 9. La meilleure fable pour ça, c'est c'est quelqu'un qui va voir un roi quelque part et dit je t'échange, je ne sais plus trop quoi, contre juste des graineries. Il dit OK, ouais, parfait. Il dit mais tu vas prendre les graineries, tu as une table d'échecs, OK? Puis il dit sur la première case, je veux un grainerie. Sur la deuxième, j'en veux le double, le double, le double, le double, ainsi de suite Puis il y a combien, c'est quoi, 10 par 10, je ne sais pas trop, 8 par 8, mettons. Donc c'est 8 fois 8 cases. Euh, 64. donc, au final, c'est plus de grains de riz que de grains de sable là, tu sais, sur la terre, là, parce que c'est l'effet. Donc, le roi, il avait accepté, mais finalement, il devait tout son royaume à cette personne-là seulement parce qu'il n'avait pas compris l'idée du concept d'exponentiel, que quand c'est multiplié par deux, ben, ça fait une somme incroyable à la fin. Donc, c'est ça qu'on vit quand on est en inflation, en hyperinflation. Ben, ben, c'est un peu comme on vit aujourd'hui, qu'on dit ah non, l'inflation est finie, là. On est retombé à 3 mais
Ben, oui, puis non, les prix n'ont pas baissé. C'est juste que l'inflation a ralenti. Donc, ça ne se voit pas en épicerie là, que l'inflation a ralenti parce que les prix sont encore, je ne sais pas moi, 15% plus chers qu'il y a un an et demi. Là, Ouais, c'est puis pour ils ça que les baisseront gens se rendent jamais. compte. Mais non, ils ne Les baisseront gens, pas, faut qu'ils justement. comprennent C'est ça. ça. Ça ne viendra jamais au prix de 2019. Non, Donc, c'est exactement. seulement lorsqu'on dit que l'inflation baisse, l'inflation, c'est le rythme d'accélération des prix qui baisse. C'est la Le vitesse. niveau des prix baisse jamais. C'est Non, rarement arrivé dans l'histoire, du moins dans l'histoire moderne. Là. On peut peut-être pointer du doigt aux États-Unis la grande crise financière, mais ça n'a pas été long que les prix après sont repartis puis ont exactement, dépassé les niveaux exactement. précédents. Donc, 50% par mois, c'est la définition académique. C'est basé sur, c'est Kagan qui a écrit un livre en 1956 sur l'hyperinflation. Il a étudié 7 hyperinflations et, et il mentionne lui-même que c'est arbitraire, mais selon lui, c'est que dans les 3 inflations les plus basses qu'il a vues, c'était autour de 50%. Fait que lui, il s'est dit que quand on atteint 50% d'inflation par mois, on ne revient pas en arrière. C'est ça qui se disait dans sa logique, c'est que c'est le niveau où ça part en exponentiel, c'est certain, il n'y a pas de retour possible en arrière. C'est ça qu'il a postulé pour sa définition. Mais après ça, il y en a eu plein de périodes d'hyperinflation. Puis, on n'a pas besoin d'atteindre le fameux 50% par mois pour que ça soit catastrophique puis exponentiel. Il y a plein de hautes inflations qui sont là-dedans, qui sont pas là-dedans, qu'on aurait dû mettre, que ça a totalement détruit la monnaie, l'économie et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième définition de l'inflation qui est fournie par l'International Accounting Standard Board. Dans le fond, c'est des comptables qui sont obligés de faire la comptabilité dans des pays qui vivent de la haute inflation, de l'inflation modérée ou de l'inflation haute. Et eux, ils ont différentes règles. Au niveau du pourcentage, ils parlent, il faut que ça soit au moins un calcul cumulé sur 3 ans de 100%, donc 24% par année. C'est ce qui est pas beaucoup, là, en termes d'inflation. On pourrait pas, normalement, on ne penserait pas que 24% d'inflation dans une année, c'est de l'hyperinflation, mais selon cet organisme-là, c'est ça. Mais ce n'est pas dire que 24% d'inflation, on tombe directement en hyperinflation. Ça prend différents critères comme la population conserve leur valeur dans d'autres biens que la monnaie. Elle n'utilise plus la monnaie comme réserve de valeur, elle achète des voitures, elle achète des monnaies étrangères, et ainsi de suite. La population ne calcule pas la valeur des biens en monnaie locale, donc c'est plus d'unité de compte. Ils vont calculer en dollars US, ils vont calculer dans une devise d'un pays à côté, ils vont calculer d'une autre manière. Il y a une compensation souvent aussi de prix. Si tu achètes en crédit, ben, le vendeur va rajouter un pourcentage pour compenser la perte parce que si le gars reçoit l'argent 3 jours plus tard, ben, il va essayer de compenser pour l'inflation. Puis souvent, les intérêts, les salaires, tout ça, c'est indexé à un index. Ça, c'est tous des signes pour eux qu'on est en hyperinflation, puis ça leur permet de faire des règles comptables. Sinon, la troisième définition, pour moi, c'est la meilleure. C'est celle que j'ai finalement, après des années de lecture et de recherche sur l'hyperinflation. C'est dans le livre Monetary Regime and Inflation de Peter Bernals que j'ai finalement compris la différence entre les autres types d'inflation et la haute et l'hyperinflation. Et c'est très contre-intuitif. La façon de savoir si on est. Bon, à cette étape-ci, on va qualifier la haute inflation puis l'hyperinflation, c'est la même chose. Juste l'hyperinflation, c'est quand on atteint 50%, c'est l'exemple extrême, mais c'est la même chose que la haute inflation. Quand on arrive en haute inflation, c'est les mêmes concepts, ça cause les mêmes effets, c'est la même chose. Fait que pour moi, c'est la même chose. En dessous de la haute inflation, on a l'inflation modérée. L'inflation modérée, c'est pas du tout modéré. C'est un mauvais mot. C'est l'inflation à deux digits, là, littéralement. C'est quand même une inflation qui est élevée, mais c'est pas de la haute inflation. C'est quoi la différence entre les deux? L'inflation modérée, c'est juste quand la masse monétaire est plus haute que la normale. Dans le fond, c'est qu'il y a trop de monnaie dans le pays, un peu comme quand on dit dans les médias, l'économie surchauffe, souvent. C'est juste pour dire qu'il y a trop de monnaie, il y a eu trop de monnaie qui a été mise dans le pays, la masse monétaire est trop haute, fait que l'économie surchauffe, fait qu'on a l'inflation modérée. Quand est-ce qu'on tombe en haute inflation? C'est lorsque la masse monétaire, le total de la valeur de la masse monétaire diminue.
Là, c'est très contre-intuitif. Là, tu dis, comment ça, la masse monétaire, la valeur de la monnaie, de la masse monétaire diminue? L'inflation, dans le fond, c'est supposé être causé parce qu'il y a trop de monnaie, donc il y a trop d'argent. Fait que comment ça que, rendu en hyperinflation, c'est comme si, euh, il- c'est ça, la valeur de la masse monétaire, la valeur de la monnaie, elle diminue. Elle n'augmente plus, elle diminue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la monnaie est sous-évaluée, rendue là. La monnaie devrait valoir plus cher, mais comme il y a une substitution monétaire, puis que l'inflation, ça a un phénomène psychologique, hein, c'est l'anticipation. Donc, les gens ne font plus confiance à la monnaie, puis ils donnent une valeur à la monnaie plus faible que ce qu'elle devrait valoir selon sa masse monétaire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens se débarrassent rapidement de la monnaie pour acquérir n'importe quel bien ou des devises étrangères. Donc, la monnaie est sous-évaluée. Donc, la valeur de la masse monétaire totale en nominal, là, en chiffres, agrandit la masse. Là. Elle devient des milliards de milliards de milliards. D'ailleurs, j'ai un billet ici pour vous montrer. C'est bien le fun à voir. Euh, Ça, c'est un billet de 1 million de millions de millions. Ça, il y a 18, il n'y a pas les zéros dessus. La valeur, c'est 18 zéros. Donc, ça, c'est, tu vois, Eggy, c'est 1, Milio, c'est million. Puis le B, c'est pas billion, mais c'est sur une autre échelle, c'est l'équivalent de trillion en anglais. Donc, c'est 18 zéros. Fait que 18 zéros, dans 1 million, tu es d'accord, il y a 6 zéros. 18 zéros, ben c'est 3 fois. Fait que ben ça, c'est 1 million de trillions en anglais. C'est l'équivalent de 1 million de millions de millions. Ça, c'était en Hongrie après la Deuxième Guerre mondiale. Il était du côté perdant. Donc, ça, ben, c'est probablement que ça ne pouvait même pas acheter un pain. T'sais. Donc, la valeur nominale imagine si un billet, c'est 1 million de millions de millions. Imagine quand tu ajoutes tous les millions de billets qu'il y a dans l'économie, ben, malgré tous ces chiffres nominaux-là, la valeur valait rien au final. Ça valait plus rien. Donc, c'est ça qui se passe. Il se passe une substitution monétaire. Puis l'exemple pour t'expliquer pourquoi c'est important, c'est l'Allemagne puis la France. Il y a un auteur célèbre, je pense que c'est Hemingway. Je pense que c'est Hemingway. Il y a des écrits d'Hemingway qui parlent de quand il a visité l'Allemagne pendant l'hyperinflation à partir de la France. Désolé si ce n'est pas Hemingway, mais c'est un auteur là, connu là, qui a visité l'Allemagne à partir de la France à l'époque de l'hyperinflation. Puis il raconte qu'il y avait genre je sais pas moi, 20 francs dans ses poches, puis ils ont passé toute la journée à manger dans tous les restaurants les plus chics tout près de la frontière en Allemagne. Ils ont mangé toutes des pâtisseries, tout ça. Ils ont eu un souper gargantuesque. Puis, quand ils sont revenus, il restait encore genre 7 francs dans ses poches parce que la monnaie était surévaluée en France puis sous-évaluée en Allemagne. Ça fait que ça permettait de profiter, dans le fond, de l'arbitrage entre les deux. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'inflation aussi en France à l'époque, mais il y en avait plus en Allemagne. Puis selon Bernolds, dans le fond, pour atteindre la substitution monétaire, il faut qu'il y ait une différence de plus que 20, ben, entre 10 et 20, ben, à partir de 10 à 20 de différence entre les deux, d'inflation entre les deux, ben, il y a la substitution monétaire qui s'opère. Puis là, ben, les gens, c'est normal, ils voient que leur monnaie baisse en valeur plus que la monnaie d'à côté. Donc, ils vont essayer de se débarrasser de leur monnaie pour acquérir la monnaie d'à côté. Donc, la monnaie, la monnaie de la France va être surévaluée, puis la monnaie de l'Allemagne va être sous-évaluée. Ça s'appelle la substitution monétaire. Puis c'est là on arrive en haute inflation, où ça part en spirale parce que l'anticipation de la valeur de la monnaie baisse, ça dévalue sa valeur de plus en plus et on tombe en hyperinflation. Voilà, c'est Donc, comme ça que ça marche. essentiellement, quand on est en haute inflation, le patient est dans une situation critique. Lorsqu'on est Ouais, en hyperinflation, il est en phase terminale. Puis là, exactement. je veux simplement revenir sur le dernier concept que tu as présenté parce qu'il est super important, mais il est quand même Ouais, difficile à saisir. ouais. Le concept que la masse monétaire, donc la valeur nominale de la masse monétaire, est trop petite. Pas nominal. Nominal, c'est en chiffres. C'est Ouais, la valeur, la pouvoir d'achat de la masse monétaire qui est trop petit. mais La c'est-à-dire que valeur, ouais, mais en fait, ce qui se passe, puis là, dis-moi si j'ai vas-y. bien saisi ou pas.
Mais ce qui se passe, c'est que les anticipations des agents économiques sont complètement désancrées par rapport au niveau d'inflation qu'il va avoir. Donc, par exemple, si on est en hyperinflation, l'inflation est à 12 000 par année, puis moi, je suis un agent économique, je suis propriétaire de, je sais pas moi, d'un commerce. Évidemment, je vais me dire, OK, ben, l'année prochaine, l'inflation va être à 12 000 encore, peut-être même plus. Donc, présentement, actuellement, pour couvrir cette hausse de prix, ben, je vais augmenter tout de suite mes prix pour Oui, bon, pallier à ce niveau d'inflation-là. Là, ce qui se passe, c'est que l'État, la capacité d'impression monétaire de l'État n'est pas en mesure de suivre l'accroissement, le niveau d'accroissement des prix sur le terrain. Donc, la masse monétaire est trop petite par rapport à la réalité ah, économique des gens. tu as 100% raison. Oui, en fait, le concept que j'ai oublié d'expliquer, c'est qu'il y a une pénurie de monnaie. C'est ça que j'ai C'est oublié ça. d'expliquer. Donc, nominalement, la masse monétaire est gigantesque, mais il n'y a pas assez de billets. Il n'y a pas assez de monnaie dans le pays. Il y a une pénurie, littéralement, de monnaie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des notes Geld. Ah oui, ça, c'est intéressant. En Allemagne, ils faisaient des notes Geld. Ça, c'en est un. Au début, c'était des 25 cents. Ça, c'était des, tu sais, des Pfennig qu'on appelle, mais c'était 25, 50 Pfennig. C'était des billets comme ça. C'est imprimé par les villes ou par les entreprises ou par des chambres de commerce. J'en ai un aussi de la France. C'est arrivé en France, en fait, c'est arrivé en France dans les années 20 où ils ont imprimé des notes Geld aussi. Une note Geld, c'est une monnaie de nécessité. C'est une monnaie qui va être imprimée par des communautés pour remplacer, ben, pour pallier au fait qu'il manque de monnaie. Puis en France, c'est arrivé parce que genre, il y avait toute la monnaie métal était sous-évaluée. Donc, le métal valait plus cher que la valeur commerciale. Donc, les gens les thésaurisaient, les gardaient en se disant, je vais pas me débarrasser de ma monnaie. Fait que là, la monnaie a disparu de l'économie. Fait que là, ils ont été obligés de générer des notes Geld aussi en France dans les années 20. Bon, pour revenir à lui, ça, c'est un note Geld à la fin, en 1923, d'1 milliard. Donc, t'imagines, c'est une monnaie de nécessité. Au début, c'était juste 25 cents, 50 cents, des petites coupures. Puis ça, cela est intéressante parce que tout autour, écrit en allemand, c'est des prix. Il compare des prix d'un mois à l'autre pour dire c'est passé de 100 milliards à 500 milliards en 2 mois. Fait que c'est comme un peu une critique là, euh, du régime, là, de ce qui s'est passé avec l'hyperinflation. Donc, c'est ça. Donc, le concept de pénurie de main-d'œuvre, de pénurie de billets est très présent dans les hyperinflations. Il y avait ça au Zimbabwe aussi. Au Zimbabwe, les billets, souvent, ils arrivaient dans les banques. Les billets qui étaient imprimés à la Banque centrale, il y avait dans la banque, puis l'encre n'était même pas encore sec parce que ça imprimait 24 heures sur 24. Il n'était pas capable de tenir il n'était pas capable d'imprimer assez de billets pour compenser pour la sous-évaluation de la masse monétaire et ça faisait qu'il y avait des limites de retrait dans les guichets automatiques et les gens pouvaient sortir à peu près l'équivalent de 1 pain ou 2 pains par jour. Donc, ils faisaient la file toute la journée à la banque pour avoir l'équivalent assez pour acheter un pain. Puis, ils s'ouvraient plein de comptes de banque partout pour pouvoir essayer de contourner. Tu sais. Ils vendaient des places dans des files. Puis, il y avait toute une espèce de commerce gris pour pouvoir accéder à de la monnaie physique parce qu'en 2008, au Zimbabwe, il n'y avait pas des facilités de paiement par carte Interac, et ainsi de suite, ça n'existait pas. Tout se payait en cash ou par chèque. Puis il y avait à l'époque arrêté d'accepter les chèques parce que quand tu attendais 10 jours pour faire le clearing, de recevoir l'argent, ben l'argent valait plus rien, littéralement. Puis, tu sais, si on pense à certains pays qui sont en hyperinflation, genre la Syrie, le Liban, euh, l'Argentine, en tout cas, même, j'imagine, le Soudan, c'est des pays qui, certains vont dire, ouais, mais c'est des pays qui sont en guerre, c'est des pays qui sont comme du tiers-monde. Bon, peut-être pas l'Argentine, là, mais bon, disons que l'Argentine est probablement plus en haute inflation qu'en hyperinflation, là. Il y a quand même une inflation en 3 chiffres. Oui. Mais, tu sais, bon, pour les autres pays que j'ai nommés, le Liban, etc., euh, les gens ont de la difficulté à comprendre, ouais, mais tu sais, tu me parles d'hyperinflation, mais ma réalité à moi, c'est pas l'hyperinflation. Donc, j'habite au Canada, ce genre de scénario-là, c'est impossible. Donc, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est quoi les étapes? Comment un pays peut passer d'avoir un régime monétaire plutôt stable à l'hyperinflation, une perte de Ouais, contrôle totale? excellente question. Première chose à savoir, c'est que, il y a certains pays qui ont un peu un passe-droit par rapport à ça, par rapport à l'hyperinflation puis à la haute inflation. C'est des pays qui ont une vraie souveraineté monétaire.
comme l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, le Japon. Euh, J'en oublie un, je pense qu'il y a l'Australie aussi. Donc, c'est des pays qui ont. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vraie souveraineté monétaire? C'est d'un, tu as ta propre monnaie, ça, ben, il y a plein de pays qui en ont, ça va. Mais le plus important, c'est d'avoir ta dette nationale dans ta propre monnaie. Il y a les pays que tu as nommés. D'ailleurs, je peux nommer la liste là, selon l'IAS, ce que je parlais tantôt, le International Accounting Board. Là, ils ont un standard qui s'appelle IAS 29. Et les pays qui sont en hyperinflation selon eux, pas le 50% par mois, mais leur norme à eux là, de tous les critères que j'ai définis tout à l'heure. Il y a l'Argentine, l'Éthiopie, Haïti, l'Iran, le Liban, le Soudan, le Sud-Soudan, Suriname, la Syrie, la Turquie, le Venezuela, le Yémen et le Zimbabwe. Donc, à ce moment, tous ces pays-là, selon les critères d'International Accounting Standard Board, eux autres sont en hyperinflation. Donc, ces pays-là, le problème, c'est qu'ils ont leur dette est probablement détenue pas dans leur devise nationale, puisque s'ils s'endettent pour importer des biens, les autres pays ne vont pas accepter leur monnaie. Ils vont vouloir qu'ils la payent probablement en dollars US ou en une autre monnaie comme ça qu'ils vont être capables d'accepter, ou dans leur monnaie nationale à eux. Donc, ils vont contracter des dettes dans une devise qui est externe, pas dans leur propre devise. Et c'est pour ça que je vous dis que pour un pays qui a la vraie souveraineté monétaire, c'est plus compliqué. C'est pas impossible d'arriver en hyperinflation. Je vais vous donner un exemple après de ce qui pourrait arriver aux États-Unis avec la perte du pétrodollar. Est-ce que ça pourrait les faire monter en haute inflation? Je ne sais pas, mais on va en parler. Avant ça, je vais vous expliquer pour le Canada. Le Canada, disons, a beaucoup de dettes quand même, mais sa dette est faite dans sa propre devise. Déjà, c'est intéressant parce que quand sa monnaie se dévalue, c'est ça l'affaire. Quand sa monnaie se dévalue, la dette vaut moins. Hein? Fait que c'est ça qu'il faut retenir. Tandis que en Argentine, si leur dette est en dollars US, mettons, ben quand leur peso se dévalue, la dette, elle ne se dévalue pas. Ils vont avoir de plus en plus de difficultés à payer leur dette. Fait qu'il y a comme une espèce de cycle là-dedans qui est inflationniste en partant. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, vas-y, Non, OK. je Donc, garde ça pour plus tard. c'est bon. Donc déjà, il faut savoir que ces 7 pays-là peuvent mieux gérer l'inflation déjà à cause de leur souveraineté monétaire. Par contre, deuxième chose, c'est que souvent, c'est des pays qui ont des ressources naturelles, comme le dollar, le Canada a le pétrole, a du bois, a des minerais, a du grain. Donc, les autres pays, pour importer ces denrées-là, ils sont obligés d'acheter du dollar canadien. Donc, ça donne une demande au dollar. Ce que j'ai remarqué dans toutes les hyperinflations que j'ai étudiées, c'est qu'il y a une complète. La demande pour la monnaie du pays qui est en hyperinflation s'effondre. Un bon exemple, c'est le Zimbabwe. Au Zimbabwe, en 1999, il était exportateur net. Donc, ça veut dire que c'était un pays qui avait beaucoup de fermes, c'était maraîcher surtout, qui exportait beaucoup de produits maraîchers. L'hyperinflation est arrivée parce qu'ils ont eu un programme de saisie des terres illégal en passant. Ça n'a pas passé au Parlement, mais les vétérans ont décidé de le faire quand même. Donc, ils ont saisi les terres aux Blancs essentiellement et ils ont redistribué ça à la population, mais ceux qui ont eu les fermes, ils n'étaient pas des fermiers professionnels. Donc, cet aspect-là de leur économie s'est effondré. Fait qu'ils ont arrêté d'être exportateurs nets, ils ont été importateurs nets. Fait que là, ça change tout. Ils étaient obligés de payer, au lieu de recevoir des devises étrangères, ils étaient obligés de payer en devises étrangères pour importer les biens. Fait que ça change tout au niveau économique. Ça peut mener à l'hyperinflation. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont en 1997, je pense, il y a eu le Black Friday qu'on a appelé là-bas. Dans le fond, ils ont voté une loi pour compenser les vétérans de la guerre avec des bénéfices, des programmes sociaux pour les vétérans de la guerre d'indépendance du Zimbabwe de genre 400 millions. Puis les communautés internationales jugeaient qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ça. Fait qu'ils ont perdu confiance en leur monnaie. Puis la monnaie a perdu 77% de sa valeur en une journée, quelque chose comme ça. Là. Donc, c'était un gros crash de sa monnaie à cause d'une mesure fiscale du gouvernement. Fait que c'est les deux choses qui ont déclenché l'hyperinflation. Puis donc, c'est au début des années 2000, mais l'hyperinflation, mettons, la spirale inflationniste, puis c'est juste en 2008, donc presque une décennie plus tard, qu'on est tombé en hyperinflation officielle.
puis que là, ben, c'était les zéros s'accumulaient sur les billets, et ainsi de suite. Fait que voilà. Fait qu'on peut peut-être voir un peu la progression, tu sais, dans le sens que la monnaie, elle s'est beaucoup dépréciée, il y a eu beaucoup de problèmes économiques dans le pays, mais ça a quand même pris une décennie. Puis quand tu lis ça, c'est ça qui est fou. Quand tu lis sur ces histoires-là, d'ailleurs, un de la gang, là, c'est lui, le Zimbabwe, Walmart Agliface, c'est le CEO d'une entreprise de vêtements au Zimbabwe qui raconte toute son histoire. C'est extrêmement fascinant. Et donc, ce qui est fou de lire ça quand tu lis sur les hyperinflations, c'est que tu lis pendant des mois, des années, tu lis des catastrophes, ça n'a aucun sens, de la misère. Puis là, à la fin de l'histoire, là, tu dis, ah, là, maintenant, on est en hyperinflation, comme, mettons, au, en Allemagne, c'était, mettons, après 2, 3 ans d'histoire de catastrophes qui se passent. Ils disent, OK, là, on est en 1923, là, on est en hyperinflation. Là, tu te dis, c'était quoi les 2 dernières années? Tu sais, si c'était pas de l'hyperinflation, c'était une catastrophe, là. Ah non, non, mais là, maintenant, on est en hyperinflation. Au Zimbabwe, c'est la même chose. En 2008, ils disent, OK, là, on est en hyperinflation. Ça fait 10 ans que ça marche pas, puis que tout le monde a des problèmes, ils ont de la misère à manger, puis, tu sais, tu te dis, OK, fait que dans le fond, c'est juste pour dire que l'hyperinflation, c'est juste l'espèce de dernier petit point à la fin où on fait comme, OK, là, c'est parabolique, mais en fait, la haute inflation qu'il y a eu avant, c'est complètement catastrophique, autant que l'hyperinflation. Ça ne fait pas de différence. Voilà. OK. Donc, pour le Canada, oui, pour revenir au Canada, ben, tant qu'il y a de la demande pour notre monnaie, qu'on a des ressources à vendre, et tant que notre dette est dans notre propre euh, devise, Propre devise, ouais. on va avoir, ça m'étonnerait qu'on puisse tomber en haute inflation avec la substitution monétaire, tout ça, comme on a expliqué. Mais j'ai un bon exemple des États-Unis qui vont un peu aller à contresens. C'est que les États-Unis, c'est la monnaie de réserve mondiale. Si les États-Unis perdaient leur espèce de privilège de pouvoir d'exporter leur inflation ailleurs, c'est ça qu'ils font, en fait, les États-Unis. Ils impriment des dollars US, puis ces dollars US-là, ils ne vont pas dans leur économie. Ça s'en va partout ailleurs dans le monde comme monnaie de réserve. Tu sais, on parlait tantôt, là, qu'est-ce qui arrive quand on crée de la monnaie, puis ça reste dans le bilan des banques, et ainsi de suite, ça ne va pas dans l'économie, ça ne cause pas d'inflation. Ben, c'est comme ça pour les États-Unis. Quand ils créent de la monnaie, ben, ça s'en peut aller ailleurs dans le monde, dans des bilans de d'autres banques, des bilans de d'autres banques centrales, dans d'autres économies. Donc, ça, ils exportent en fait cette partie d'inflation-là à travers le monde. Qu'est-ce qui va se passer quand tout cet argent-là va revenir aux États-Unis? Ben, c'est facile à comprendre. Il va y avoir trop de monnaie dans leur économie. Ça va nécessairement causer de l'inflation. Est-ce que ça va être assez pour causer de la haute inflation avec la substitution monétaire? Je ne le sais pas. Mais ça va être ça va être très intriguant à voir si ça arrive, là, dans le fond, le flot de monnaie qui va revenir aux États-Unis s'ils perdent leur. Donc, c'est mon bémol. Parfois, je veux que les gens comprennent c'est quoi l'avantage d'avoir un pays qui a sa propre souveraineté monétaire. Ça nous protège d'une certaine façon de l'inflation, de la haute, en fait, pas de l'inflation, on en a en masse d'inflation. Ça nous protège de la haute inflation parce que on a nos dettes dans notre propre monnaie et il y a de la demande à cause de notre position dans le monde pour notre devise, tout simplement. Voilà. Puis évidemment, on n'est pas en train d'annoncer la mort du dollar américain, mais à travers là, ce qu'on peut voir dans les médias, sur Internet, il semble avoir un effritement. Est-ce que ça va mener à l'effondrement du dollar comme réserve mondiale? Peut-être, peut-être pas, mais si ça se produit, ce ne sera pas demain matin. C'est clairement un processus qui se fait sur le long terme, mais on peut noter quelques éléments qui font que la puissance du dollar est en train peut-être de C'est en train de faiblir s'effriter. un peu. Ouais, c'est C'est quand même intéressant de juste à faire une expérimentation mentale, à dire qu'est-ce qui se passe s'ils perdent la monnaie de réserve. C'est ça, c'est sûr que les monnaies, tous les dollars vont retourner aux États-Unis, là, c'est évident. Fait que là, qu'est-ce que ça va causer comme inflation? Donc, tout ça va se jouer sur le fait est-ce que les États-Unis vont être capables de garder leur rôle d'hégémonie puis de garder la monnaie de réserve mondiale. Puis quand on est en hyperinflation, c'est quoi je dirais, les plus grandes conséquences sur le pays qui se trouve en hyperinflation? Mis à part que les gens crèvent de faim, là, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ouais, j'ai ri, mais c'est vraiment pas drôle. Misère, c'est vraiment une catastrophe. Quand tu lis ça, là, ça prend au cœur. En Allemagne, ben, c'est When Money Dies. Là, je pense que c'est un livre qui est assez populaire, que beaucoup de gens ont lu. C'est très, très intéressant. Puis à des moments, il y a des gens qui meurent dans la rue, là, tu sais, parce que oui, en fait, c'est que
les fermiers, à un moment donné, ils voulaient pas livrer ils voulaient pas livrer le grain puis la nourriture en ville parce que ils voulaient pas se faire payer en papier parce qu'ils savaient que la monnaie papier valait rien, tu sais. Fait qu'ils ont comme décidé, ils disaient, nous autres, on va manger de notre bord. Puis là, ben, les gens de la ville sont allés, puis en tout cas, bon, ça faisait plein de. Mais il y avait des famines partout, puis parce que, évidemment, les autorités mettaient des contrôles de prix, puis bon, toute la gamique standard, mais c'est vraiment catastrophique. Le briser une économie, ce qu'il faut réaliser, c'est que ça. On ne vit plus en autarcie, là, on a notre propre champ, puis on. Tu sais, quand l'économie elle brise, ça fait que si ta job, c'est pas d'être fermier puis de ramasser de la nourriture, faut que tu te procures ta nourriture en échange de ton travail puis de l'argent que tu reçois. Donc, si tu n'es pas en train de produire de la nourriture, ça se peut que tu ne manges pas parce que tu n'auras pas de travail, tu n'auras pas de. Donc, c'est super important, une économie pour, pour que les gens puissent subsister parce on a inventé éventuellement dans nos spécialisations économiques à travers l'histoire, on a inventé la division du travail. Puis la division du travail, bien, ça implique qu'il faut que faut que l'économie fonctionne pour que les gens puissent accumuler une valeur d'échange pour pouvoir se nourrir. Fait que tu sais, il y a des gens je pense qu'ils ne se préoccupent pas de l'économie, ils pensent que c'est pas important ou que c'est une affaire. L'économie, ça fait qu'on peut tout manger, tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui produit sa propre nourriture. Bon, c'était une petite parenthèse sur l'importance de l'économie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait lié à l'hyperinflation, hein, parce que quand tu es dans une période d'hyperinflation, l'économie ne marche plus pantoute, puis tu vois tout ce qui se passe quand une économie ne fonctionne pas, c'est désastreux. Donc, ce que j'ai noté à travers d'ailleurs, dans le cours, toute la discussion qu'on a là, c'est par rapport au cours que j'ai fait sur l'inflation et l'hyperinflation. D'ailleurs, c'est un cours d'à peu près 4-5 heures. Je ne sais pas, il y a comme une dizaine de vidéos à peu près. Là. Ça va être disponible dans le lien là, qu'on a mis. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu un résumé de ça. Tu as écouté ça, tu me poses des questions. Et dans une des vidéos, ce que je décris, c'est les 20 ou 30 similarités et différences que j'ai trouvées entre le Zimbabwe et l'Allemagne dans mes recherches, dans mes lectures. J'ai trouvé des trucs qui sont exactement pareils. C'est intéressant, c'est à 90 ans de différence. Hein. L'Allemagne 1923, le Zimbabwe 2008. Donc, il y a 90 ans de différence entre les deux, puis il se passe les mêmes affaires, exactement les mêmes affaires. Il y a des affaires qui sont un peu différentes, mais j'ai trouvé plein de similitudes. Je vais vous faire juste un petit résumé de ce qui se passe, la progression. Dans tous les deux cas, le travail honnête perd son attrait. Tout simplement parce que les gens ils peuvent se mettre riches en faisant de l'arbitrage. Dans les deux cas, j'ai vu ça. Les gens ne veulent plus travailler parce qu'ils se disent j'ai juste à faire de l'arbitrage sur les taux, puis je fais plein d'argent, juste à placer mes argents dans les actions, faire de l'arbitrage, puis je deviens riche. Donc, dans les deux cas, j'ai vu qu'il y avait une perte. Puis aussi, tu es payé, mais ce que tu reçois comme argent, c'est même pas assez pour manger. Fait que tu te dis, pourquoi. Fait que tu trouves une espèce Pourquoi je travaillerais? Ben oui. pourquoi je travaillerais, puis tu trouves quelque chose d'autre à faire que tu vas pouvoir te nourrir au lieu de travailler dans une job que tu vas savoir un salaire. Donc, le travail honnête, il perd son attrait. Ensuite, tout le monde veut se mettre riche rapidement avec toutes sortes de combines, avec l'arbitrage. D'ailleurs, ça me faisait un peu souvent, je fais des parallèles contemporains aussi dans le cours, puis ça me fait penser au altcoin, dans le fond. Ce que la période qu'on a vue en 2017 ou en 2020, 2021. tu sais, justement, les gens voulaient tous devenir riches en tradant des altcoins qui ont, à ce jour, toutes perdu la Des valeur. JPEG de singe. Exactement. Oui, c'est la même. Tu lis ça dans ces périodes-là, puis si tu vois, c'est la même affaire que j'ai pu voir avec les fameux altcoins, puis la DeFi, puis les NFT, tout ça. Ensuite, tous les signaux de prix sont détraqués. Tu sais, évidemment, il n'y a plus personne qui est capable de savoir combien ça vaut n'importe quel produit ou service parce que les signaux de prix sont détraqués. Euh, 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 Après ça, oui, comme tout s'effondre, puis que les gens sont plus capables de manger, puis tout ça, ben, le gouvernement met plein de lois stupides, OK? Puis il fixe les prix, puis ça donne des magasins vides, puis au final, tout le monde devient criminel. Fait que je récapitule. Ils mettent plein de lois stupides, comme interdire la gloutonnerie. Parce que dans une province de l'Allemagne, en Bavière, je pense,
le premier ministre de la Bavière, il a voté une loi pour interdire les gens de trop manger dans les restaurants parce que les riches industriels qui profitaient, dans le fond, de l'hyperinflation, eux, ben, ils pouvaient aller manger dans les restaurants comme ils voulaient, puis s'empiffrer, puis c'était pas super chic. Pendant eux s'empiffraient dans les restaurants, ben, dans les rues, les gens mouraient de faim. Fait que le gouvernement, dans sa toute bonne volonté, a dit la solution, c'est d'interdire les gens de trop manger. Ils ont passé une loi pour faire ça. Puis sinon, ben, ils mettent des contrôles de prix. C'est comme ils essaient souvent de faire dans ces genres de périodes-là. Puis ils empêchaient les magasins de fermer. Donc, ce qui se passait, c'est que les magasins étaient vides parce qu'ils n'avaient pas les moyens de racheter des produits, mais ils ne pouvaient pas fermer. Fait qu'il y avait un employé, puis genre un rouleau de papier de toilette ou une canne de cornichons sur une étagère. Puis les magasins restaient ouverts, mais étaient complètement vides. Puis au final, ben, tout le monde devenait un criminel parce que, par exemple, il y avait toutes sortes de lois, comme je viens d'expliquer, qui ne faisaient pas de sens. Et c'était interdit d'avoir des devises étrangères en sa possession parce que le gouvernement dit c'est de la faute des devises étrangères s'il y a de l'inflation. Si vous utilisiez notre monnaie, on n'aurait pas de problème. Blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que si tu veux acheter des denrées quand tu es un commerce, tu n'as pas le choix d'avoir des devises étrangères parce qu'il n'y a pas aucun fournisseur qui va accepter la monnaie dévaluée. Donc là, si tu es un commerçant puis tu as du stock, nécessairement, tu es un criminel parce que c'est sûr que tu as utilisé une devise étrangère pour importer le produit. Fait que là, ils faisaient des raids dans les magasins, puis des fois, ils mettaient en prison les propriétaires des magasins parce qu'ils avaient acheté des produits avec des devises étrangères, tout simplement pour nourrir la population. C'est fascinant de lire ça. Tu te dis, fait que en résumé, c'est ça. Rapidement, là, c'est les gens veulent plus travailler parce ils veulent faire de l'argent rapidement puis ils sont pas payés de toute façon. Les signaux de prix sont détraqués, ça brise l'économie. Le gouvernement met plein de lois stupides, des fixations de prix. Les magasins sont vides. Tout le monde est un criminel parce que c'est impossible de respecter toutes les lois que le gouvernement a votées pour essayer de contrôler la population. Fait que finalement, c'est un effondrement de l'économie, un effondrement général du niveau de vie, puis un éclatement des structures sociales. Donc, Même des c'est mœurs. Ça a un des effet sur les mœurs, mœurs. Ouais. exactement. Donc, on revient un peu à l'époque préhistorique où, quand tu te lèves le matin, ton objectif, c'est comment je vais faire pour survivre puis passer à travers la journée. Voilà pourquoi c'est important une économie. Bon, Ça perd, voilà. mais là, on parle d'inflation, on parle de haute inflation, on parle d'hyperinflation. On a abordé notamment la centralisation de la monnaie par les États. On a abordé le fait que les pays qui ont leur dette dans leur propre monnaie sont plus avantagés par rapport à ceux qui ont leur dette dans une monnaie étrangère. Puis justement, les pays qui ont leur dette dans leur monnaie nationale, dans leur devise nationale, ont un avantage dans la mesure où ils peuvent dévaluer leur dette avec l'inflation parce que, bon, en augmentant la masse monétaire, lorsque eux génèrent des revenus, c'est beaucoup plus facile de rembourser leurs dettes qu'ils ont engagées il y a des décennies de ça. Ouais. Donc finalement, l'inflation, ça profite à quelqu'un, là. Si l'inflation, ça existe, puis ça existe depuis des millénaires, comme on l'a vu, et ça profite à quelqu'un. Alors ça Tout à fait. profite à qui l'inflation? Ça profite à deux groupes essentiellement. Le premier, tu viens de vraiment bien l'expliquer, ça profite aux autorités. Dans le sens que si tu as une souveraineté monétaire, comme on a parlé tantôt, il y a à peu près 7 pays dans le monde qui ont ça, ben, ça dévalue ta dette. Fait que ça, c'est intéressant. C'est plus facile de rembourser ta dette. D'ailleurs, aussi, dans le système actuel, en passant, on n'a pas vraiment le choix d'imprimer, de toujours générer plus de monnaie. Si on veut payer les intérêts des dettes passées, on n'a pas le choix. Ça, c'est quand même, ça, c'est intéressant. C'est un des principes que toutes les théories monétaires que j'ai étudiées, tous les gens avec qui j'ai discuté, tout le monde s'entend là-dessus. Dans le système actuel, on n'a pas le choix d'imprimer de la monnaie pour être capable de payer les intérêts sur les dettes passées. Puis quand je dis, personne, ben, il y en a qui disent que c'est une bonne chose. Moi, je dis que c'est pas une bonne chose, mais on est tous d'accord sur le fait que si on arrête de faire ça, ça va casser, évidemment, le système actuel. Comme ça, on n'a pas le choix de continuer. C'est pour ça, dans le fond, qu'on imprime toujours plus de monnaie puis que la masse monétaire monte. C'est pour être capable de payer les intérêts sur les. Donc d'un, ça aide les gouvernements. Dans le fond, on a un peu parlé, c'est une façon de saisir de la valeur à la population sans
leur demander sans voter des taxes qui sont très impopulaires. Donc, moi, je trouve pas ça. Il y a des gens qui vont dire que c'est démocratique dans le sens que c'est les autorités, l'appareil de l'État, le gouvernement qui nous représente, dans le fond, qui réutilise cette valeur-là pour le bien de la société. Mais moi, je dis que c'est pas vraiment démocratique parce qu'il l'a demandé à personne. Personne n'est au courant et ça se fait Puis même, je te dirais, c'est un peu étrange parce que il y a des trucs qui s'indexent et des trucs qui ne s'indexent pas, comme les paliers d'imposition. Hein. Je pense qu'ils l'ont un peu indexé, genre l'année passée au Québec, là, mais tu sais, un super bon exemple, la- pour la TVQ, l'exemption 30 000, là, ou je ne sais pas si c'est juste pour la TVQ, mais le fameux 30 000, tu as une business, tu ne charges pas plus que 30 000, TPS, ouais. Tu n'as pas besoin de charger de taxes si tu ne dépasses pas 30 000. Ça, c'était de même en 1900, le plus loin que je me souviens, là, mettons en 1995, je pense, c'était de même. OK? C'était 30 000. Ils n'ont pas à ma connaissance, ils ne l'ont pas changé. Mais peut-être qu'en 1995, tu pouvais vivre avec 30 000 piastres par année, puis pas charger de taxes, mettons. Mais là, il n'y a personne qui est capable de vivre avec 30 000 tu sais, c'est une business, là, c'est sûr que tu vas dépasser le seuil du 30 000. Fait que ça ne s'indexe pas. Là, fait que c'est toutes ces métriques-là, la valeur de ce que ça vaut, ça baisse à toutes les années. Tu l'as mentionné, l'État bénéficie, oui, de l'impression monétaire parce que ça diminue le poids de sa dette, mais c'est parce que ses revenus augmentent aussi. D'ailleurs, Ouais. les revenus des États en 2022 ont explosé en raison de l'inflation record. Puis la raison est bien simple parce que les salaires vont s'ajuster à l'inflation, même s'ils ont de la misère à la suivre, ils vont eux aussi augmenter avec le niveau d'inflation dans l'économie. Or, les paliers d'imposition, eux, comme tu l'as dit, ne changent pas. Donc, si ton salaire augmente, puis les paliers d'imposition ne changent pas, plus ton salaire augmente, plus tu entres dans un niveau d'imposition élevé, donc tu es plus taxé. Tout le monde est Puis, devenu riche. Tout c'est le ça. monde est devenu riche par rapport au Exact. gouvernement. Tu sais, quand j'étais jeune, là, mettons des années 90, là, un revenu familial de 100 000 par année, là, c'était beaucoup d'argent. Là. Tu sais, puis il y avait même des familles qui avaient un parent qui avait un très bon travail, gagnait 100 000 par année. Ces gens-là, dans mon temps, à mon humble avis, étaient riches, entre guillemets. OK? Aujourd'hui, salaire moyen, c'est à peu près 50 000 au Canada. Une famille de deux, les deux parents travaillent, ils font 100 000 de revenus. Je pense qu'ils ne sont même pas capables de s'acheter une maison. En fait, je te confirme, je pense pas qu'ils Ouais. sont capables de s'acheter une maison. Donc là, Non. il faut bien comprendre, là, ça fait 30 ans, moins de 30 ans, ça fait 25 ans. En 25 ans, on est passé de une personne dans une famille qui travaille à 100 000 avec un bon travail, c'est des gens qui vivent très bien. C'est des gens quasiment riches au Canada en 95 avec 100 000 de revenus familial, une personne. Ils ont une grosse maison, ils voyagent, ils vont dans le sud. Aujourd'hui, salaire familial, 100 000 je ne suis même pas sûr que tu peux t'acheter une maison. Tu ne passeras pas à la banque pour 400 000. Là. En tout cas, tu ne passeras pas à la banque pour 600 000. Puis une maison à cette heure au Canada, je ne sais pas c'est quoi le prix moyen, là, mais je pense que c'est 700. C'est ça. Ouais. Fait que, donc, salaire moyen, 100 000, maison moyenne, 750 000, ça ne passe pas à la banque, garantie. Fait qu'il s'est passé quelque chose. Ben, c'est ça. Donc, OK. Puis même, je te dirais, je vais prendre un rebond. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas grave l'inflation. On a 2 par année, les salaires augmentent d'à peu près 2-3 donc c'est correct, ça compense. Deux affaires qui ne sont pas vraies là-dedans, c'est ton épargne. Donc, ton épargne, elle, est dévaluée. Et là, ce que ça force les gens à faire, c'est de devenir des professionnels de l'investissement. Au lieu d'être comme jadis ma mère faisait, elle mettait des placements dans des bons du gouvernement à 3, 4, 5 sur 5 ans, puis ça nous protégeait contre un peu l'inflation, puis ça prenait de la valeur, puis c'était un placement intéressant. À cette heure, tu ne peux pas faire. Ben maintenant, aujourd'hui, oui, là, mais je veux dire, dans les 20 dernières années, tu ne pouvais pas. Fallait vraiment que tu investisses pour essayer de même battre l'inflation. Et ce que ça forçait à faire, c'est de prendre des risques. Les gens ne pouvaient plus juste placer de l'argent avec un actif qui était 100% sûr, comme un bon du trésor, puis avoir un peu de rendement, puis espérer que ça fructifie pour prendre sa retraite. Maintenant, il faut que tout le monde devienne une espèce d'expert en placement ou fasse confiance à une firme ou sa banque pour placer l'argent qui a un certain niveau de risque, dépendamment du cycle des marchés. En fait, à date, les marchés, ils reviennent tout le temps. Mais si tu n'es pas chanceux, puis si tu prenais ta retraite en 2009, là,
tu peux avoir un problème. Là. Tes placements pouvaient avoir baissé énormément. C'est juste que tu n'étais pas bien timé. Ben, il y a des gens qui pourraient choisir, moi, je ne veux pas être exposé à ce risque-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si tu ne t'exposes pas à ce risque-là, ben, tu vas perdre 2-3 en inflation par année. Donc, dans une discussion qu'on a déjà eue, tu me confiais que c'était un peu pour ça que tu avais fait ta chaîne. Je suis un produit de ce phénomène dans la Ouais, mesure où si je veux conserver mon pouvoir d'achat, puis si je veux qu'il augmente dans le temps, j'ai pas le choix quand je finis de travailler le soir de devenir boursicoteur à mes heures. Puis Joe Finance est né de ce phénomène-là de ben, je peux pas juste épargner. Si je fais juste épargner, mettre de l'argent sous mon matelas, je vais me ramasser dans 10, 15, 20 ans, cet argent-là ne vaudra plus rien. Donc, il faut que je trouve un moyen de m'assurer qu'au minimum, je conserve mon pouvoir d'achat. Puis, évidemment, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin puis de l'augmenter parce que sinon, on fait juste courir après notre queue puis on n'avance pas, là. exactement. Puis je prends la balle au relais pour définir la différence entre l'épargne et l'investissement. Il y a une différence. Là, mais aujourd'hui, c'est toute la même chose, on dirait, mais l'épargne, à mon avis, c'est de prendre un surplus de monnaie, puis d'argent, de valeur, puis de le garder sans risque, tu sais, comme une espèce de coussin ou pour les vieux jours. Puis l'investissement, évidemment, ben, ça a là une part de risque. Donc aujourd'hui, quand on parle d'épargne, on n'a plus du tout l'aspect de pas de risque puis d'argent. Non, c'est tout le temps de l'investissement. Pourquoi? Ben parce que il faut battre l'inflation, littéralement. Donc, c'est les deux choses que je te dirais qui sont pas vraies quand les gens disent c'est pas grave, l'inflation, nos salaires augmentent, mais ils oublient que l'épargne leur épargne va être dévaluée. Et de deux, il faut que tout le monde devienne une espèce de professionnel de l'investissement pour essayer de bâtir ça, ces deux effets-là. Et donc, ça, c'était ma première partie à ta question, à qui profite l'inflation? Les gouvernements. Et le deuxième effet, c'est les industriels, ceux qui sont près de cette impression monétaire sous l'effet cantillon. Donc, l'effet cantillon, c'est quoi? Je sais que tu connais ce phénomène. Essentiellement, c'est un monsieur, là, en fait, c'est-tu quoi? C'est un Je pense que Français. c'est oui, c'est en même temps que John Law, que j'ai parlé plus tôt, ou les assignats que j'ai présentés, les vieux billets. C'est à cette époque-là que cet homme-là, M. Cantillon, a réalisé que tous ceux qui étaient proches, parce que lui, ah oui, je pense que c'était avec John Law, donc avec la compagnie du Mississippi, tout ça, cet homme-là est devenu riche parce qu'il était intelligent, puis il a vendu ses actions avant le crash. Fait que c'est mis riche, mais toute la population s'est appauvrie. Mais lui, comme il était un peu plus intelligent que les autres, il avait vu ça venir, il comprenait ce qui se passait, il a tout vendu, puis il est devenu riche. Puis c'est lui qui a inventé ce terme-là, dans le sens qu'il a dit que ça ne faisait pas de sens. Que dans le fond, les gens qui étaient proches de l'impression monétaire se mettaient riches, tandis que tous ceux en bas s'appauvrissaient. Et le phénomène est simple, c'est que si on imprime la nouvelle monnaie puis tu es la première à savoir, tu reçois 100 ben, quand tu le reçois, il vaut 100 parce que l'inflation n'a pas joué son rôle. Mais quand tu es le dernier en bas à le recevoir dans ton salaire, après que les compagnies, les banques l'utilisent, prêter aux compagnies, ainsi de suite, ben, toi, tu le reçois, disons, un an plus tard, ben, s'il y a eu 4 d'inflation, ben, ça ne vaut plus 100 ça vaut 96 donc, c'est ça l'effet cantillon, c'est que ceux qui sont près de l'impression monétaire, ben, ils profitent de la monnaie sans dévaluer. Et même, je te dirais, en Allemagne, il y a même des gens qui vont défendre, ben, pas défendre, mais ils vont souligner que durant l'hyperinflation en Allemagne, il y a des industries qui se sont créées parce que les gens avaient accès à autant de capital qu'ils pouvaient. C'était magique, là. Ils empruntaient à la banque n'importe quel montant d'argent, puis quand il y avait à le rembourser, disons, je ne sais pas moi, un an plus tard, ça ne valait plus rien. Leur dette était complètement, c'était zéro. Mettons, ils avaient emprunté 100 millions, ben, un an après, mettons en 1922, ils ont emprunté 100 millions. Ça, c'est un billet d'1 milliard en 1923. Tu peux-tu penser que la dette de 100 millions, ils s'en foutaient? Fait que dans le fond, il empruntait complètement, il savait, il empruntait complètement gratuitement. Puis il fait construire les usines qu'il voulait, dans le fond, il saisissait la valeur de toute la population pour faire ce qu'eux voulaient faire avec, mettons, construire une usine. Puis il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire, ouais, c'était une bonne chose, ils ont créé toute une industrie, machin. Ouais, mais ils l'ont construit sur le dos de qui? Tu sais, est-ce que Exactement.
Donc, ça peut profiter à ces gens-là, ou puis ceux qui veulent faire de l'arbitrage, puis qui veulent, tu sais, qui comprennent les marchés, puis qui veulent se mettre riches. Là. Il y a plein de gens qui peuvent se mettre riches dans ces périodes-là. Mais bon, ça profite. Je peux te confirmer, Gabriel, que l'inflation, ça ne profite pas à la population. à J'en la suis assez population. convaincu. Ouais, ça c'est clair. Donc là, lorsqu'un pays est en situation de haute inflation ou d'hyperinflation, souvent les gouvernements vont essayer d'utiliser des méthodes alternatives pour régler le problème qui ne fonctionnent pas, comme la fixation des prix. On l'a vu avec Dioclétien dans l'Empire romain. Donc c'est vieux comme le monde, cette solution-là, mais ça ne Ouais. fonctionne pas. Ça a été essayé euh, plusieurs fois, à maintes reprises, puis c'est toujours le même résultat. Donc c'est un effondrement de la production, puis ça fait juste que les prix sont encore plus élevés. Donc ça, c'est pas une solution. L'autre solution qui a été essayée à plusieurs reprises, c'est la redénomination des billets. On a montré plusieurs exemples depuis le début de la vidéo. Donc, on Ouais. part d'un 100 $ qui devient un 1000 $, un 10 000, un 100 000, un 100 millions. Là, ça devient 1 million de millions. Donc, on rajoute simplement des zéros sur les billets pour tenter d'augmenter la masse monétaire, puis en pensant que ça va régler le problème. Ça ne règle pas le problème non plus. Non. Alors, comment on fait pour se sortir de crise? Comment on fait pour se sortir de l'hyperinflation? Il y a deux solutions. C'est se dollariser, donc changer de monnaie. C'est ce que le Zimbabwe a fait. Il y a plusieurs pays dollarisés. Il y a l'El Salvador, il y a l'Équateur. Ils n'ont pas nécessairement été en hyperinflation, mais c'est des pays qui ont décidé de dire on arrête avec notre monnaie puis on utilise une monnaie étrangère. Mais Et l'Argentine veut le faire. ouais, et l'Argentine, le candidat à la présidence qui est assez visible ces temps-ci, en a parlé. Donc, c'est une solution qui, en tout cas, pour se sortir de l'hyperinflation, ça marche parfaitement bien. Quand le Zimbabwe a fait ça, là, du jour au lendemain, il n'y avait plus d'inflation. Et c'est simple, je veux dire, euh, pouf, t'arrêtes de rajouter des zéros, t'arrêtes d'imprimer de la monnaie, il n'y a plus d'inflation. Par contre, ça a des mauvais côtés, parce que là, la masse monétaire est encore n'est pas adéquate, là, parce que là, tu changes avec des monnaies étrangères, mais est-ce que la masse monétaire dans ton pays. Donc, c'est sûr que ça cause. Il y a encore des problèmes économiques jusqu'à temps que la masse monétaire des billets étrangers se stabilise, puis qu'on puisse avoir une économie qui fait du sens, mais ça arrête vraiment l'inflation. L'autre façon de procéder, c'est de faire une réforme. Bon, il y a plein de pays qui vont faire des redénominations tout simplement, qui vont enlever des zéros, comme au Zimbabwe, ça c'est un billet de 10 trillions, donc 10 000 milliards. Lui, il y a quoi, 12 zéros, puis ça est allé jusqu'à 100, c'est jusqu'à 100 trillions. Et après ça, puis le billet d'après, ben, il tombe à 1. Fait qu'ils recommencent. Ils ont fait ça comme 8 fois au Zimbabwe. Là. Ils sont allés jusqu'à, je sais pas moi, 100 millions. Après ça, ils sont allés à 100 milliards. Après ça. Mais à chaque fois, ils revenaient à 1. Même à un moment donné, ils sont revenus à 50 cents. Ça m'a fait rire. Ils sont revenus aux cents. Ils étaient allés jusqu'à 100 milliards. Puis les billets d'après, ils ont commencé à 1 cent. Tu sais, quand même. En tout cas, tu sais, fait que t'imagines, dans ton portefeuille, tu as un billet de 100 milliards, puis un billet d'une scène, ça doit être, c'est un peu mélangeant. Mais tout ça, ça sert absolument à rien. Dans le fond, c'est des espèces de tentatives vaines de régler le problème quand ça ne règle pas du tout le problème. C'est-tu de l'incompétence? Sûrement. Est-ce que c'est pratique? Oui, c'est pratique d'enlever des zéros. Parce que, dans le fond, à un moment donné, tu as tellement de zéros. Aussi, au Zimbabwe, ils ont atteint les limites des ordinateurs. Dans les banques, ça arrêtait à 100 milliards, mettons. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui était rendu dans les trillions. Puis là, le gars disait, je suis avoir 50 trillions dans mon compte de banque, puis j'ai juste 50 milliards. Fait que là, il faisait des multiplications fois 1000 au dépôt puis au retrait. Ben, il divisait par 1000, mettons, des dépôts, puis il multipliait par 1000 dans les retraits pour que ça fitte dans leur système informatique. Fait qu'il y a même une nécessité à un moment donné, en tout cas à l'époque au Zimbabwe, pour que ça soit compatible avec les systèmes informatiques. C'est pour donner une illusion qu'ils font quelque chose, puis ils font avec les outils qu'ils ont. Bon. Fait que là, une fois qu'ils ont essayé les redénominations qui ne marchent pas du tout, qui est d'enlever des zéros, là, tu peux faire une vraie réforme. Tu fais une vraie réforme. J'ai un exemple ici pour l'Allemagne. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des Rentenmark. Il y a une super bonne bande dessinée en français qui s'appelle Le Banquier du Reich. Je la recommande à tout le monde. C'est super intéressant. Ça explique en bande dessinée comment un des hommes du régime, un économiste, il a réglé le problème de l'hyperinflation. Il a créé une nouvelle banque centrale avec des billets. C'est des Rentenmark. Puis il a mis ça dans l'économie, puis ça a fonctionné.
ce qui est bien, bien, bien loufoque là-dedans, c'est que tu peux avoir une réforme qui fonctionne, qui devrait fonctionner, qui est logique. Si la population y croit pas, ça ne marchera pas. Tu peux avoir une réforme qui ne marche pas, qui ne fait pas de sens. Si la population y croit, ça va marcher. En Allemagne, c'est un peu ça qui est arrivé. C'était pas vraiment sur papier, ça faisait pas si de sens que ça. Mais au moins, ils ont arrêté d'imprimer en fou. Les gens ont fait confiance. Donc, il faut faire une réforme monétaire, puis il faut avoir une vraie banque centrale indépendante. C'est ça la vraie solution. Puis je pense que c'est ça la vraie solution aujourd'hui, en 2023, pour la simple et bonne raison que, pour la même raison que j'ai exprimé plus tôt, qu'on n'a pas le choix en ce moment avec le régime actuel, fiat, d'imprimer toujours plus de monnaie pour payer ses dettes. Donc, je pense que ça donne un outil de plus à un pays d'avoir une banque centrale indépendante. Moi, je ne suis pas un fan des banques centrales. Hein. J'étudie puis je décris leur fond. Je décris, pas d'écrire, expliquer, là, comme dans le sens de décrier, dans le sens de contester un peu leur fonctionnement pour dire la monnaie, ça devrait fonctionner autrement, puis ils font de l'inflation. Mais il reste que, je suis conscient que dans le système actuel, pour que ça fonctionne, il faut toujours créer le plus de monnaie. Donc, je pense qu'un pays qui serait capable d'avoir une banque centrale avec une vraie politique indépendante, c'est comme ça qu'on règle des problèmes d'hyperinflation, mais il faut qu'au final, la population y croit. Je pense que c'est ça qui est le plus dur. Puis Bernolds, dans son livre, il nomme plein d'exemples de réformes qui ont été faites dans certaines périodes d'hyperinflation. Puis il y en nomme qui, selon lui, c'était des bonnes réformes, puis ça n'a pas marché, puis d'autres, c'était des mauvaises réformes, puis ça a marché. Tout ça est une question de confiance, parce qu'au final, la monnaie, en ce moment, ça reste une question de confiance. Mais c'est ça, les deux façons de se sortir d'hyperinflation. Une qui est plutôt simple, de se dollariser, puis l'autre qui implique une réforme qui est plus complexe, mais qu'au final va fonctionner. Ça veut juste dire que si tu arrêtes d'imprimer de l'argent, la monnaie, tu ne devrais pas avoir de l'hyperinflation. L'autre avantage en passant, oui, dernier point pour ça. Bernard, il cite vraiment bien un des problèmes qu'on a avec les institutions actuelles comme le FMI puis la Banque mondiale pour régler ces problèmes-là. Il dit qu'il applique les mauvaises solutions au mauvais type d'hyperinflation. Je t'explique. Quand tu es en hyperinflation, on est d'accord que la masse monétaire la valeur est trop basse. Bien, souvent, ils n'identifient pas bien le niveau d'inflation, puis ils vont essayer de réduire la masse monétaire, quand dans le fond, il faut l'augmenter. C'est ça qui est fou. Quand tu es en hyperinflation, puis que ta masse monétaire ne vaut rien, tu n'as pas assez d'argent dans le pays, aussi étrange que ça puisse paraître. Fait que la première étape, c'est de faire une réforme, d'avoir assez d'argent dans le pays. La masse monétaire représente bien l'économie, puis là, tu peux repartir. Ce qui arrive, c'est que, selon Bernolds, des fois, ils ont appliqué des solutions qui s'appliquent à l'inflation modérée, que là, il y a trop de masse monétaire, à l'hyperinflation. Fait que là, le pays a de la misère à repartir parce qu'il n'y a pas assez encore, il n'y a pas assez de billets, de monnaie, tu sais, dans le fond, dans le pays, pour pouvoir bien fonctionner. Fait que je trouvais ça intéressant aussi de dire que c'est pas la même solution pour une inflation modérée puis une hyperinflation. Bernard dit que quand on veut régler une hyperinflation avec une banque centrale, il faut d'abord avoir le niveau adéquat de masse monétaire pour que l'économie fonctionne. Puis après ça, ben, tu ne fais juste pas en imprimer de manière non responsable. C'est une banque centrale responsable, indépendante, puis là, après ça peut fonctionner. Fait que je trouvais ça assez intéressant qu'il souligne que les organismes internationaux qui gèrent ce genre de problème-là, des fois, n'appliquent pas la bonne solution au bon niveau d'hyperinflation. Voilà. Mais ce qui est ironique, c'est que tu l'as bien dit, en régime de monnaie fiduciaire, pour que ça fonctionne, ça prend une banque centrale qui a une certaine indépendance, parce que les banques centrales sont jamais 100% indépendantes, là. Le mandat leur est toujours donné par le gouvernement, revu après un certain nombre d'années. Les gouverneurs sont nommés aussi par les politiciens. Donc, dans une certaine mesure, la politique monétaire est toujours influencée par le politique. On s'en sort pas. C'est quand même deux branches du gouvernement, là, la politique fiscale et la politique monétaire. La Banque centrale reste une branche du gouvernement. Donc, elle est toujours un peu politique. Puis les banques centrales ont acquis une certaine indépendance, je dirais beaucoup plus vers la fin des années 80, début des années 80,
jusqu'au début des années 90, ça dépend des pays, mais avant ça, l'indépendance politique des banques centrales, c'était pas très, très fort, notamment, par exemple, dans les années Nixon, c'était commun que les taux d'intérêt montaient ou baissaient, tout dépendant si on était près d'une élection ou pas. Donc, c'est pas nouveau. Moi, ce que je remarque, par contre, dans le monde présentement, c'est qu'on est en train de renverser la vapeur dans la mesure où les banques centrales, qui avaient acquis une certaine indépendance depuis, je dirais, quelques décennies, maintenant commencent à en perdre. C'est le cas notamment en Turquie où la Banque centrale a été complètement politisée, mais ça peut se voir aussi aux États-Unis. Puis ça peut se voir, par exemple, au Canada. Évidemment, ça se fait pas au même niveau, mais récemment, j'ai même écrit un article là-dessus, les politiciens critiquent beaucoup plus la Banque du Canada. Oui. Puis à mon avis, c'est pas quelque chose qui devrait être fait parce qu'aux yeux des citoyens, la Banque du Canada, qui, bon, a perdu un peu de sa crédibilité par sa faute, en perd encore plus. Puis là, ça peut amener le pays dans un cycle où l'inflation va être plus élevée dans le futur, justement parce que les politiciens vont avoir peut-être une main mise sur la Banque centrale, du moins de façon plus importante qu'il avait précédemment. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, c'est super intéressant, puis c'est totalement dans l'actualité, là. Récemment, on a vu Poilievre qui en a parlé, qui voulait mettre à la porte le, direct- le Le gouvernement, président ou le le directeur de président. de la Banque centrale. Il y a le chef du Parti québécois qui en a parlé récemment, qui blâmait, dans le fond, la Banque centrale pour les taux d'intérêt, puis que, dans le fond, la perte de pouvoir d'achat, un peu comme on a discuté depuis le début là, des Canadiens puis des Québécois, en fait, surtout. Et bon, mon opinion là-dessus, c'est sûr que les politiciens, ils vont être tentés de faire ça parce ils vont essayer de trouver quelqu'un à blâmer. Tu sais. C'est vrai que c'est la Banque du Canada qui a monté les taux, mais c'est ça la beauté de l'indépendance, disons, théorique ou je sais pas que je ne saurais pas comment dire ça, mais Relative. relative, dans le fond, ou technique peut-être de la Banque centrale, dans le sens que elle agit sur des données macroéconomiques qui sont mesurables. Tu sais. Fait que moi, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'elle est quand même indépendante parce que c'est pas à l'avantage du gouvernement du tout de monter les taux à 6 là, pas pantoute, parce que là, tout le monde a de l'air, tu sais, dans le fond, Tout le c'est monde pour se ça que fait prendre les culottes à terre. oui, puis c'est pour ça que les politiciens sortent en blâmant la banque ou en disant qu'elle ne devrait pas monter les taux. Mais donc, ça prouve un peu l'espèce d'indépendance technique parce que c'est des économistes qui. Mais bon, là où c'est pas indépendant, là où la Banque centrale n'a pas vraiment le contrôle, tu sais, elle a fait juste jouer avec les outils qu'elle a d'augmenter le taux, la politique monétaire, baisser ou augmenter le taux. Mais c'est pas elle qui contrôle les politiques fiscales, comme tu le dis. Donc, ce qui est fascinant en ce moment, c'est que pendant que la Banque centrale monte les taux, ben, il y a des gouvernements qui ont distribué des chèques, comme le gouvernement du Québec l'année passée. On en parlait dans une discussion précédente, que pendant que l'inflation était à 7 le gouvernement du Québec a donné des chèques à la population. Puis là, en ce moment, ils disent ah non, non, on ne donnera pas de chèque parce que l'inflation, à cause, on veut pas contrebalancer, on veut pas mettre des bâtons dans les roues de la Banque centrale qui essaie de baisser, dans le fond, l'inflation. Donc, ça veut dire qu'ils comprennent le concept qu'une politique fiscale, donc de faire des déficits ou de mettre plus d'argent dans l'économie via des chèques ou des programmes, ça contrecarre les efforts de la Banque centrale. Donc, ils comprennent ça. Puis là, ils vont nous dire que, ah, mais là, maintenant qu'il y a de l'inflation, on ne va pas le faire. Excuse, l'année passée, il y avait 2 fois plus d'inflation, Ouais, puis quand vous il y a une l'avez fait. élection, ils se ferment les yeux. Tu sais. C'est là que je m'en allais. Donc, tu sais, c'est juste pour dire que au Canada, je suis assez convaincu que la Banque centrale est indépendante. Je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est exactement la preuve de ça. Sauf que la Banque centrale n'est pas complète. Sauf que le taux d'inflation est influencé par les politiques fiscales du gouvernement autant que par les politiques monétaires de la Banque centrale. Donc, quand la Banque centrale. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que le gouvernement fait de l'impression monétaire, comme on a défini plus tôt.
La Banque centrale, elle essaye de faire baisser la masse monétaire en mettant les taux d'intérêt plus hauts pour que les gens puissent moins emprunter et qu'il y ait moins d'argent dans l'économie. Fait que tout ça, ça chamaille, puis ça fait que ben, la Banque du Canada est obligée de mettre le taux plus haut pour compenser les politiques C'est ça. fiscales. Donc, tu sais, donc, je veux bien que la Banque centrale est indépendante, mais il reste que le gouvernement a un rôle quand même dans tout ça avec sa politique fiscale. Donc, je pense que c'est même bien expliqué dans le livre de Bernolds. Il parle de ça justement, que si la Banque centrale a une politique monétaire indépendante, mais que le gouvernement fait des déficits énormes, ben ça va pas, ça pourrait causer le même problème. J'en profite pour dire une chose que j'ai pas dit. Il n'y a jamais eu une période d'hyperinflation où des grands déficits, des énormes déficits ont été financés par l'impression monétaire. C'est jamais arrivé qu'il n'y avait pas des grands déficits financés par l'impression monétaire. Et quand je dis impression monétaire, c'est la Banque centrale, parce que la création monétaire, c'est les banques privées, l'impression monétaire, c'est les banques centrales. Donc, dans tous les cas que Bernard a étudiés, il y avait ça. Fait que je rajoute ça à la liste des trucs que ça prend pour faire. Et là, tu sais, des énormes déficits, c'est pas, mettons, 30 milliards pour le Canada. C'est plus que ça. À 30 Mhm. milliards, c'est plate, ça cause l'inflation, mais ça ne causera pas de l'hyperinflation. Il faut que ça soit plus haut que ça. Ouais, des déficits peut-être de l'ampleur de ce qu'on a eu durant la crise sanitaire, là. Je pense qu'au Canada, c'était 350 milliards. C'est pour une économie de 1000 milliards, peut-être un peu plus, 1200 milliards. Et là, ça commence à, tu sais, Est-ce t'es que quasiment à est-ce que 25% du PIB, là. c'était-tu le déficit, ça, ou ça, c'était la création monétaire? Ils ont créé cette monnaie-là, mais le déficit était-tu Non, non, si haut que ça? ouais, ouais, c'était un déficit intense, là. Ah oui, j'ai pas Ouais. suivi ça. Pour moi, genre, depuis les années Trudeau, on avait quoi? Au début, c'était 10 milliards, 20 milliards, 15 milliards, 30 milliards, 40 milliards d'un top. Puis pendant la COVID, on a fait 300 milliards. Je savais Ouais. pas ça. En tout cas, il faudrait confirmer, là, mais Ben, je je suis pas mal sais certain que que. le balance sheet a monté de ce montant-là. Ça, c'est vrai. Oui, mais le Ça, bilan financier de la Banque centrale est intimement lié avec les mesures fiscales qui ont été mises en place, là. En fait, la Banque centrale a acheté des obligations du c'est gouvernement. ça. Ça revient, exactement dans le sujet qu'on parlait de l'indépendance de la Banque centrale. OK, il y a la politique monétaire, mais d'un côté, si le gouvernement fait sa politique fiscale, cause un déficit gigantesque, la Banque centrale, elle n'a pas le choix d'acheter des. Exact. Donc tu sais, donc oui, moi, je suis convaincu que la politique monétaire est un sujet au Canada, à tout le moins, indépendant du gouvernement, mais le reste, le fonctionnement de la Banque centrale, c'est aussi politique, justement à cause de la politique fiscale. Ils n'ont pas le choix de réagir à la politique fiscale du gouvernement. Fait que là, on peut voir un certain effet du gouvernement sur tout ça. Exact. Parce que, en plus de l'intervention des politiciens qui se font de plus en plus critiques sur la place publique à l'égard de la Banque centrale, il y a la dominance fiscale qui vient forcer la Banque centrale à ajuster sa politique monétaire en fonction des politiques du gouvernement, ce qui vient aussi miner l'indépendance de la Banque centrale d'une Tout à certaine fait. façon. Bref. Exactement. En terminant, David, Oui, tu as une belle collection de pièces de monnaie, de billets papier. J'aimerais que tu nous présentes ta pièce chouchou ou ta pièce de collection préférée. Peut-être nous l'expliquer, la mettre en contexte. tout à fait, avec plaisir. Donc, ma pièce préférée, c'est un Thaler ici. C'est un Thaler autrichien. Puis même, c'est de l'Autriche. Je ne sais pas comment le dire en anglais, là, en français, mais c'est ce qui est maintenant, en fait, la Belgique. C'était comme une partie des Pays-Bas à l'époque, puis l'autre, ça faisait partie du royaume de l'Autriche. C'est c'est une pièce ça a duré genre 7 ans. C'était entre deux guerres, là, cette espèce de pays-là. Ça date de 1793. Ok? Ça s'appelle un thaler. C'est une pièce en argent presque pur, là. Il y a peut-être 90% d'argent dedans. Il y a 17 dollars en valeur de métal, argent US, 17 dollars US là-dedans. Et c'est l'ancêtre du dollar. Un thaler, le mot thaler, c'est l'ancêtre du mot dollar. Le mot thaler a évolué en dollar. Et thaler, ça veut dire, thal, ça veut dire vallée en Allemagne. Et c'est qu'à une époque, à partir, je pense, du 15e, 16e siècle, ben, des thalers, ils ont frappé ça du 15e au 18e siècle. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un thaler très populaire qui s'appelait le Maria Teresa, ou en tout cas, puis c'est une pièce qui a été frappée en même temps que cette pièce-là, dans le même pays, en fait.
Ça, c'est juste qu'il y a eu cette pièce-là, c'est une pièce comme une année où ils ont décidé de mettre la face d'un monsieur en arrière. Mais les autres années, je pense en 1780, c'était une madame qui s'appelait Maria. Puis ce taller-là existe encore. C'est comme une des pièces les plus populaires pour les collectionneurs. Puis ils en ont frappé depuis 1700, quelque chose, donc pendant plus que 300 ans. Ils frappaient des pièces avec le même. Donc, ça, c'est comme l'espèce, cette pièce-là en particulier est dans les origines, dans le fond, des tallers. Les tallers, ont été frappés à l'origine parce qu'ils avaient découvert des gros gisements d'argent métal dans des montagnes quelque part en Europe. Fait qu'ils ont frappé, ça vient de la ville de Joachimthal, qui est une vallée là, quelque part et ils ont frappé des thalers. Et le thaler le dollar espagnol a été frappé dans les mêmes spécifications. La caméra est là, littéralement. Donc, on voit ça, c'est un faux dollar espagnol, comme on a déjà vu. Ça, c'est un vrai thaler, c'est la vraie pièce de 1793. On voit qu'ils sont très cousins. Et ce qui est bien intéressant, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le dollar espagnol est l'ancêtre du dollar américain. Ici, j'ai un dollar américain, montré ici, un dollar américain plus moderne, date de 2013, mais c'est l'équivalent d'une pièce de l'époque. Dans le fond, les Américains, jusqu'en 1792, utilisaient le dollar espagnol parce que la colonie n'avait pas sa propre monnaie, ils ne frappaient pas sa propre monnaie. Donc, en Amérique, c'était la monnaie de réserve mondiale durant un certain temps, mais en Amérique, ils ont continué à utiliser le dollar espagnol jusqu'à temps qu'ils se votent une loi en 1792 pour frapper leur propre pièce. Puis d'ailleurs, les premières pièces qu'ils ont frappées, ils n'ont même pas utilisé. Ils continuaient à utiliser, ils faisaient confiance au dollar espagnol. Donc, c'est vraiment ma pièce préférée, le Thaler, parce que c'est une très belle pièce en argent. Puis tout le symbole, dans le fond, de la progression du Thaler qui venait d'Europe. Il y avait plein de pays. En passant, c'était une pièce qui était utilisée dans toutes sortes de pays frappaient les thalers. Ce n'est pas juste l'Autriche, tous les pays frappaient son propre thaler. L'Espagne s'est basée sur le thaler pour frapper son dollar espagnol, qui a donné le dollar US. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce dollar US-là, aujourd'hui, on le paye 30 dollars US. Il y a à peu près 20 dollars peut-être de 20 dollars en argent dedans, mais le prix de détail de tout ça, c'est 30 dollars. Et donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'origine de la pièce en papier qu'on a aujourd'hui, qui permet même plus d'acheter un sac de chips, à l'origine, c'était une pièce qui avait 17 dollars en l'équivalent de 17 dollars aujourd'hui en argent. Moi, je trouve que c'est un beau rappel de c'est quoi la vraie valeur de l'argent, c'est quoi ça devrait valoir une vraie pièce. C'est un rappel de la dévaluation monétaire qu'on a eue depuis ce temps-là. Donc, un dollar, pour moi, c'est pas un billet en papier qui vaut rien à la limite. C'est vraiment cet objet-là. C'est l'origine du dollar. Un dollar, c'est ça. Puis il existe encore aujourd'hui. Il y a encore des dollars américains comme ça qui. Mais c'est pas c'est pas un dollar, c'est plus un lingot, c'est une pièce comme de collection ou pour investir dans l'argent, dans le métal. Mais il reste qui a été frappé dans les mêmes spécifications que les dollars d'origine. Donc, dans un regard, on peut voir un peu un grand pan de l'histoire de la monnaie et on peut voir l'effet de la dévaluation. Et donc, quelqu'un qui a gardé sa pièce je sais pas moi, de 1800, aujourd'hui, elle vaut 20 pièces en argent. Puis la pièce papier à côté, elle vaut même pas un sac de chips. Voilà. Non, c'est ça. Écoute, David, je pense que ça fait le tour du sujet. C'était très intéressant. On a couvert très large aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'inflation, l'hyperinflation, ben, vous avez été servis. Maintenant, pour nos auditeurs qui voudraient te rejoindre, où on peut te trouver? Sur Twitter, meilleure façon de me rejoindre, David Saint-Onge, dans un mot, pas de trait d'union, mais je pense en fait c'est écrit juste là. Contactez-moi, vous pouvez m'envoyer un message privé ou juste m'écrire un message par Twitter. Ça me fait toujours plaisir de discuter de Bitcoin, d'inflation, d'hyperinflation. Gênez-vous pas si vous avez des questions ou si vous voulez juste discuter. Je suis là. Ça me fait énormément plaisir. Puis sinon, chers camarades, vous avez aussi le lien qui mène aux vidéos de David dans la description. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.